Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce vendredi 5 juin 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Génocide à Gaza, le bilan s'alourdit à 72 956 martyrs et 173 043 blessés. Une Palestinienne tombe en martyr à Khan Younes. Les détails dans ce journal. Agression sioniste contre le Liban, au moins 8 martyrs dont des frappes sionistes à travers le sud du pays et l'ONU appelle à doubler l'aide face à l'explosion des besoins humanitaires. En Algérie, le président de la République algérien félicite les lauréats des grands prix de la finale mondiale du concours Huawei à Shenzhen en Chine. Et puis, des milliers d'Albanais sont de nouveau descendus dans les rues de Tirana jeudi soir pour manifester contre le projet de complexe touristique prévu par une société du gendre du président américain Donald Trump près d'une zone protégée. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec la situation en Palestine occupée. L'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 72 956 martyrs et 173 043 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023. Selon un nouveau bilan communiqué jeudi 4 juin par les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 11 martyrs ainsi que 32 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, indiquait la même source, notant que de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 11 octobre dernier, 947 Palestiniens sont tombés en martyrs et 2935 autres ont été blessés, tandis que les corps de 781 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires. Et une Palestinienne est tombée en martyr ce vendredi suite à une frappe des forces de l'occupation sioniste sur la ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Le corps d'une Palestinienne de 18 ans ainsi que 15 blessés ont été acheminés au complexe médical Nasser à la suite d'une frappe de drone de l'armée d'occupation sioniste au sud-ouest de Khan Younes, précise Wafa. Et les forces d'occupation sionistes ont pris d'assaut le village de Beitin à l'est de Ramallah, provoquant des affrontements au cours desquels des soldats sionistes ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes, ce qui a déclenché un incendie sur un terrain agricole et entraîné la mort en martyr d'un jeune Palestinien, selon l'agence de presse palestinienne Wafa qui cite des sources locales. La guerre n'est pas terminée, ce n'est qu'une simple tromperie. Chaque jour, il y a des martyrs partout, dont Gaza, déclare un père gazaoui endeuillé, tandis que les personnes en deuil se sont rassemblées autour des corps à l'hôpital Shifa. Regardez. Une puissante explosion s'est produite alors que ma femme et moi étions à l'intérieur. Des pierres et du feu se sont abattus sur nous et les flammes se rapprochaient tandis que la porte d'entrée restait fermée. Les voisins ont à peine réussi à nous faire passer par un petit trou qu'ils avaient ouvert en dessous. Je ne savais pas ce qui se passait et je n'ai appris que plus tard que ma fille, son mari ainsi que leur fils et leur fille sont tombés en martyrs. Nous étions ensemble assis quand soudain, à 2 heures du matin, nous avons entendu un grand bruit et le mur est tombé sur moi. Je ne savais pas ce qui s'était passé et j'ai commencé à appeler les gens pour qu'ils viennent me sauver. Finalement, j'ai appris que la maison était en train de brûler et j'ai entendu les secouristes demander des sacs mortuaires pour découvrir que mon fils et sa femme sont tombés en martyrs.
Et environ 65 000 fidèles palestiniens ont accompli la prière du vendredi dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa al-Quds Est occupée malgré les restrictions imposées par les forces de l'occupation sioniste, a indiqué le département des Waqf islamiques d'Al-Quds. Depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée en octobre 2023, les forces d'occupation sionistes ont renforcé leurs mesures aux portes de la mosquée Al-Aqsa et aux entrées de la vieille ville, empêchant souvent les Palestiniens d'accéder à la mosquée pour y accomplir la prière. Troisième lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa subit par ailleurs des actes de profanation au quotidien par les colons et soldats sionistes. Direction le Liban à présent où des frappes sionistes ont fait 8 martyrs et 8 blessés jeudi soir dans l'est et le sud du pays, a annoncé le ministère libanais de la Santé. 5 personnes sont tombées en martyrs dans une frappe dans l'est du pays et 3 autres près de la ville de Tyr dans le sud, selon le ministère qui précise que 3 enfants et 3 femmes figurent parmi les blessés. Un total de 3 526 personnes sont tombées en martyrs et 10 733 autres ont été blessées suite aux frappes sionistes continues sur le Liban, a annoncé jeudi le ministère libanais de la Santé dans un nouveau bilan. Dans un communiqué cité par l'agence de presse libanaise, le centre des opérations d'urgence du ministère libanais de la Santé publique a précisé que le bilan cumulé de l'agression sioniste s'élève à 3 526 martyrs et 10 733 blessés depuis le 2 mars. Il est à noter que l'entité sioniste continue de mener des frappes massives sur le Liban, violation du cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et récemment prolongé de plusieurs semaines. Toujours au Liban, de lourds dégâts ont été constatés vendredi 5 juin dans la ville de Tyr, dans le sud du pays, suite à une frappe sioniste la nuit précédente, selon l'agence de presse officielle libanaise. La banque Audi a été entièrement détruite de l'intérieur et nous avons des dégâts au niveau des vitres, du plafond, de la décoration et du matériel. Dieu merci, personne chez nous n'a été blessé. Et les Nations Unies ont annoncé vendredi 5 juin qu'elles doublaient le montant de l'aide humanitaire nécessaire au Liban pour répondre à ses besoins croissants. Commentaire Naïla Hamouda. Un cessez-le-feu sur le papier, mais une guerre qui se poursuit sur le terrain. Au sud du Liban, de nouvelles explosions ont retenti, rappelant la fragilité d'une trêve régulièrement mise à l'épreuve. Des colonnes de fumée s'élèvent encore au-dessus de localités du sud du Liban, notamment à Kafr Tabnit et dans les environs de Tyr, où des bombardements sionistes ont laissé derrière eux un paysage de destruction. Cette poursuite des frappes intervient alors que les besoins humanitaires atteignent un niveau critique. Face à l'ampleur de la crise, l'Organisation des Nations Unies a décidé de doubler son appel à l'aide pour venir en assistance aux populations affectées par des mois de guerre et de déplacements forcés. Aujourd'hui, nous demandons 331 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les efforts vitaux déployés auprès de 1,4 million de personnes, ce qui porte notre demande totale pour l'appel Éclair jusqu'à fin août de cette année à 639,9 millions de dollars. Sur le terrain, les conséquences de la guerre sont visibles partout. Les bombardements répétés ont détruit des habitations, endommagé des infrastructures essentielles et contraint des centaines de milliers de personnes à abandonner leur foyer. Les violations répétées du cessez-le-feu aggravent encore davantage une situation déjà dramatique. Dans les zones touchées, les habitants vivent dans l'incertitude permanente, redoutant à chaque instant une nouvelle frappe. Ces 3 derniers mois, les communautés du Liban ont vécu une situation épouvantable en raison de l'escalade des hostilités. Nous avons constaté un nombre trop élevé de victimes, des déplacements massifs et répétés de populations, la destruction de logements et d'infrastructures de services essentiels, ainsi que des traumatismes psychologiques profonds. Le bilan humain est alarmant et s'aggrave de jour en jour. À Tyr comme à Kafr Tabnit, des quartiers entiers portent les stigmates des bombardements. Les écoles, les réseaux d'eau et d'électricité ainsi que les centres de santé peinent à fonctionner.
Les familles déplacées s'entassent dans des centres d'accueil déjà saturés, tandis que les besoins alimentaires augmentent chaque jour. Pour les agences humanitaires, la situation risque de se détériorer davantage si les hostilités se poursuivent et si les engagements de cessez-le-feu ne sont pas respectés. Des quartiers entiers ont été réduits en ruines, des familles ont perdu leurs maisons et leurs moyens de subsistance. La sécurité alimentaire se détériore rapidement. Au moins 1,4 million de personnes ont besoin d'aide humanitaire. L'appel renforcé de l'ONU est aussi le reflet d'une réalité de terrain. Malgré les engagements de cessez-le-feu, les bombardements sionistes continuent de toucher des localités du sud du Liban. Une situation qui compromet les efforts humanitaires et plonge le calvaire des populations. Tant que ces violations sionistes persisteront, l'aide internationale ne pourra que limiter les dégâts d'une crise dont les causes demeurent, elles, toujours actives. En Algérie, le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune a félicité ce vendredi les étudiants ayant remporté les grands prix lors de la finale mondiale du concours Huabi à Shenzhen en Chine, les exhortant à poursuivre sur cette lancée scientifique importante. 1000 félicitations à l'Algérie et à ses chers étudiants issus de différentes universités et écoles pour cet exploit technologique sans précédent réalisé lors de la finale mondiale du concours Huawei à Shenzhen, en Chine, où ils ont décroché les grands prix, la plus haute distinction décernée dans cette compétition internationale réunissant 100 pays du monde. Tout en vous félicitant d'avoir honoré l'Algérie, je vous invite à poursuivre sur cette lancée scientifique importante. Plein de succès à vous tous. En Afrique, le nombre de décès confirmés à la suite de l'épidémie de fièvre Ebola en République démocratique du Congo est passé à 63 et le nombre de cas confirmés a atteint 381 selon des médias citant le ministère de la Santé congolais. Et toujours dans le même contexte, le chef de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé vendredi 5 juin un plan conjoint de 6 mois de 580 millions de dollars pour lutter contre Ebola. Les capacités de prévention et contrôle des infections demeurent insuffisantes au Nord Kivu, avec un score moyen d'environ 40% et des ruptures critiques de stock qui augmentent le risque de transmission nosocomiale. Le détail ou alors le délai de confirmation biologique supérieur à 5 jours réduisent également l'efficacité de l'isolement précoce des cas et suivi des contacts. Le risque régional demeure très élevé, nécessitant un renforcement immédiat. Et justement, le gouvernement australien va consacrer 3,2 millions de dollars à la lutte contre l'épidémie de fièvre Ebola en République démocratique du Congo. Et en Ouganda, a annoncé la ministre des Affaires étrangères Penny Wong. Les fonds seront transférés via l'Organisation mondiale de la santé, c'est la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et cet argent servira à acheminer des médicaments et du matériel médical, à soutenir les services d'hygiène, à surveiller la propagation de la maladie, à renforcer les systèmes de santé locaux, toujours selon Penny Wong. Et dans le reste de l'actualité de ce journal, l'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé n'avoir eu qu'un accès limite aux centrales nucléaires iraniennes. Je vous propose d'écouter à ce sujet Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA. Plusieurs tentatives ont été menées pour rétablir nos activités de vérification en Iran, tant après la guerre de 12 jours que depuis les derniers épisodes militaires de cette année. La situation est complexe car l'Iran a de nombreuses obligations, notamment celle de nous informer et de nous permettre d'accéder à son territoire pour nos inspections. Il est évident qu'en temps de guerre, ces obligations ne sont pas remplies, mais un cessez-le-feu assez long est en vigueur. Nous avons pu mener certaines activités dans les installations qu'ils ont choisies comme la centrale nucléaire de Bushehr et d'autres sites en Iran. Il y a donc évidemment une part de discrétion quant à ce qu'ils nous autorisent à voir. Et comme vous le savez tous, les obligations et les engagements de l'Iran restent applicables en toutes circonstances.
Autre actualité de ce journal, la Turquie, important exportateur de drones et d'autres équipements militaires et membre de l'OTAN, cherche désormais à capitaliser cette dynamique alors que l'Occident se réarme et que les alliances de sécurité sont remodelées. Les autorités déclarent que les conditions sont réunies pour une coopération plus étroite avec l'Europe si les obstacles politiques pouvaient être surmontés. Le deuxième point important concerne le niveau atteint par notre industrie de défense nationale et moderne, grâce à la vision forte, à la volonté résolue et aux investissements stratégiques réalisés dans le domaine de l'industrie de la défense ces dernières années, sous la direction de votre Excellence. Nous avons atteint un niveau remarquable. De nombreux systèmes critiques dont nous étions autrefois dépendants de l'étranger sont désormais, heureusement, développés et utilisés par nos propres ingénieurs avec nos ressources nationales. Autre information de ce journal, des milliers d'Albanais ont manifesté jeudi soir à Tirana contre un projet de complexe touristique de luxe estimé entre 1,4 et 4 milliards de dollars porté par Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. Commentaire Imen Marat. À Tirana, la colère s'affiche en lettres capitales. Dans les rues de la capitale albanaise, des milliers de manifestants ont fait entendre leur voix contre un projet touristique controversé qui cristallise aujourd'hui les inquiétudes d'une partie de la population. L'Albanie n'est pas à vendre. Derrière ce slogan, bien plus qu'une contestation environnementale. Pour de nombreux Albanais, c'est une question de souveraineté nationale, d'identité et de préservation d'un patrimoine naturel considéré comme inestimable. Ce gouvernement a pris le crime et l'a intégré au gouvernement. Il suffit de remonter dans le temps pour voir combien de maires ont été contraints de quitter leur siège, combien de députés et ministres sont désormais condamnés, et nous n'avons pas besoin de plus de preuves pour affirmer que la criminalité a été intégrée au sein du Parti socialiste et est passée au gouvernement. Au cœur de cette polémique, un ambitieux complexe de luxe qui doit voir le jour sur l'une des côtes les plus préservées du pays. Les autorités y voient une opportunité d'attirer davantage d'investissements étrangers et de renforcer l'attractivité touristique de l'Albanie, devenue ces dernières années l'une des destinations les plus en vue des Balkans. Mais pour les Albanais, le prix à payer serait trop élevé. Écologistes, associations citoyennes et simples habitants dénoncent un projet susceptible de transformer durablement un écosystème fragile, craignant que le développement économique ne se fasse au détriment de la biodiversité et de l'intérêt général. Au-delà de l'environnement, c'est aussi la question de la gouvernance qui alimente la mobilisation. Les manifestants accusent les autorités de privilégier les grands investisseurs au détriment des populations locales, dans un pays où les débats sur la transparence et la gestion du foncier restent particulièrement sensibles. Cette contestation intervient alors que l'Albanie cherche à accélérer son développement économique tout en poursuivant son rapprochement avec l'Union européenne. Un équilibre délicat entre croissance, préservation du territoire et attente de la population. Pour l'heure, le gouvernement maintient sa position et défend un projet présenté comme créateur d'emplois et générateur de revenus. Mais dans la rue, le message reste le même, le développement oui, mais pas à n'importe quel prix. Et derrière les pancartes brandies à Tirana, une question résonne désormais dans tout le pays. Comment moderniser l'Albanie sans renoncer à ce qui fait son identité ? Parlant à présent de la crise russo-ukrainienne, le président américain Donald Trump a assuré jeudi 4 juin qu'une rencontre entre les présidents russes Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky serait super, tout en affirmant que les deux pays feront des compromis. Eh bien, je ne sais pas. Je suis ravi qu'ils parlent de se rencontrer. Je pense que nous y sommes pour quelque chose. Je sais exactement ce que vous faites, mais je pense que ça serait super qu'ils se rencontrent. Ils devraient le faire, qu'ils s'y mettent. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi 4 juin que la Russie est prête et disposée à trouver un accord avec l'Ukraine par des moyens pacifiques. On l'écoute.
Nous sommes tout à fait prêts et disposés à trouver un accord avec l'Ukraine par des moyens pacifiques sur la base de ce dont nous avons discuté lors de notre rencontre en août 2025 avec le président Donald Trump à Anchorage. Autre actualité de ce journal, le président chinois Xi Jinping se rendra en Corée du Nord la semaine prochaine. Les deux dirigeants échangeront leur point de vue sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun à Pyongyang, a déclaré ce vendredi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning. Mao a fait cette déclaration lors d'un point de presse régulier, interrogé sur la visite d'État imminente en République populaire démocratique de Corée de Xi Jinping prévue les 8 et 9 juin. Cette visite sera la première visite d'État de Xi Jinping en République populaire démocratique coréenne depuis 7 ans. Les plus hauts dirigeants de la Chine et de la République populaire démocratique coréenne échangeront leurs points de vue sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. Ces dernières années, sous l'impulsion stratégique du secrétaire général Xi Jinping et du secrétaire général Kim Jong-un, les relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre la Chine et la République populaire démocratique coréenne ont contribué de se développer de manière saine et stable, apportant des avantages concrets aux deux pays et à leur peuple. Cette année marque le 65e anniversaire de la signature du traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre les deux pays. Les deux pays saisiront cette occasion pour moderniser leurs relations bilatérales, les adapter aux évolutions actuelles et parvenir à un développement accru, améliorer le bien-être des populations des deux pays et contribuer davantage à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité dans la région et dans le monde. Technologie, avant de clôturer ce journal, direction les États-Unis où le développement rapide de l'intelligence artificielle pose des questions et provoque l'inquiétude, y compris de géants de la tech. C'est le cas de l'entreprise Anthropic qui propose une pause dans le secteur. C'est un sujet signé Safran Bassabri. Une pause s'impose-t-elle dans le domaine de l'intelligence artificielle? Son développement exponentiel implique-t-il une menace existentielle pour l'humanité? C'est la crainte exprimée par Anthropic, entreprise de premier rang dans le développement de l'IA. C'est l'un des fleurons américains dans le domaine. Anthropic a proposé l'idée de créer un système permettant aux poids lourds du secteur de se mettre d'accord pour ralentir, voire suspendre le développement de la technologie, le temps de fixer un cadre universel à l'IA. Nous pensons qu'il serait bon pour le monde d'avoir la possibilité de ralentir ou de suspendre temporairement le développement de l'intelligence artificielle de pointe, afin de permettre aux structures sociétales et à la recherche sur l'alignement de suivre le rythme des progrès de la technologie. En concurrence acharnée avec OpenAI, Google ou encore le chinois DeepSeek plaide pour la création d'un système de coordination mondiale afin qu'aucun rival n'en profite pour prendre une avance significative. La proposition devrait toutefois se heurter à de fortes résistances aux États-Unis, où nombre de responsables et dirigeants de la tech refusent tout ralentissement qui offrirait à la Chine un avantage décisif. Donald Trump a cela dit affirmé avoir évoqué la possibilité d'une coopération avec la Chine sur la sûreté de l'IA lors de sa dernière visite à Pékin, mais un accord reste pour l'heure improbable. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à très bientôt.